Nous sommes avec Loïc Le Floch-Prigent, 40 ans, dans les coulisses de la République, le mouton noir. Alors le mouton noir, on connaît l'expression, on ne savait pas forcément que c'est le surnom dont vous a affublé directement, carrément, François Mitterrand. Oui, quand j'étais président de Rhône-Poulenc, parce que j'étais ni énarque, ni polytechnicien, enfin rien. Et donc, il m'avait nommé président de Rhône-Poulenc, et tous les jours, il y avait des gens qui disaient, mais il faudrait le virer, qu'est-ce qu'il fait Quelle là, drôle d'idée, qu'est-ce qu'il fait là. Quelle drôle d'idée d'aller faire ça, etc. Et alors, à chaque fois, il disait, mais il réussit. Alors, qu'est-ce que vous voulez, il y en a d'autres qu'on a nommés qui ne réussissent pas. Lui réussit, par conséquent, on le garde. Et puis ensuite, il m'a demandé d'aller à Elf, puis à Gaz de France. Et par conséquent, j'ai réussi partout où je suis allé, y compris à la SNCF. Et c'est lui qui vous a appelé, qui vous a dit. Et c'est lui qui m'appelait le mouton noir, à cause de l'attitude des énarques et des polytechniciens qui considéraient que j'étais illégitime et que par conséquent, il fallait trouver une autre solution que moi. Alors Loïc Le Floch-Prigent, votre histoire, votre nom est très connu, hein, même si pour, je pense, le grand public, ce n'est pas toujours évident, facile de comprendre, de dénouer tous ces fils-là. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Et vous avez bien fait, parce qu'effectivement, votre nom parcourt les médias depuis une trentaine d'années. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours, mais donc chef, patron de très grandes entreprises françaises, notamment de 4 des plus grandes. Rhône-Poulenc, Elf, etc. Et puis à un moment donné, tout ça s'arrête. Et tout ça vire au scandale. Hein. Votre nom est associé à l'affaire Elf et à d'autres affaires, etc. Vous commencez ce livre-là sur un des derniers avatars. Un des derniers avatars qui est le Togo, où je suis kidnappé à Abidjan, je suis transféré au Togo illégalement et à ce moment-là, personne ne réagit en France, personne ne réagit dans les pays africains où je suis depuis 30 ans. Et j'ai à l'époque une tumeur à la jambe et il faut m'opérer d'urgence et ça dure pendant 5 mois et je suis relativement près de la mort. Et la seule chose qui permet de me sortir du Togo, c'est à un moment que ma femme s'exprime à la télévision en disant il faut le sauver et que la mobilisation est inacceptable. Et à ce moment-là, enfin, je suis libéré de ce racket puisque les officiels du Togo me demandent 9 millions de dollars pour me sauver comme si j'étais milliardaire, ce qui n'est pas le cas. Alors j'ai décidé, d'expliquer comment j'étais pas milliardaire et comment j'avais rien, mais que c'est pas une plainte, mais c'est un état, et par conséquent il est inutile de continuer à me kidnapper et à demander une rançon, puisque l'État français ne donnera rien, moi non plus. Et puis par ailleurs, j'explique que j'ai quand même dirigé des entreprises qui ont été des entreprises qui ont réussi. Et ces entreprises qui ont réussi font la gloire de la France. Et il y a beaucoup d'autres gens qui n'ont pas eu mon parcours et qui roulent des mécaniques de façon, à mon avis, parfaitement indue. Et je pense qu'aujourd'hui, comme l'industrie française va mal, on va reconnaître les gens qui ont vraiment participé au développement industriel et ceux qui ne l'ont pas fait. Alors ce malentendu, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, entre vous et le public, entre vous et ce monde des affaires, vous le faites commencer très tôt. Hein, le jeune breton qui monte à la capitale et qui déjà tout de suite se rend compte qu'il n'est pas intégré au système, qu'il est voire rejeté par le système. Oui, enfin, c'est pour ça que je dis je ne m'appelle pas le plouc fringant, parce qu'il y a un moment où des gens m'ont appelé comme ça, mais on disait ce plouc, effectivement. Et lorsque j'arrive à 16 ans avec mes baccalauréats à Paris, je suis perdu parce que je vis dans une atmosphère qui est une atmosphère totalement démente pour moi et qui reste démente. J'ai 70 ans aujourd'hui et je trouve que cet univers, ce microcosme parisien est toujours aussi dément et c'est une partie des difficultés du pays aujourd'hui que d'avoir ce microcosme qui ne connaît rien en réalité et qui continue à vouloir les diriger. Qui non seulement ne connaît rien en réalité, mais qui en plus rejette tout ce qui va être différent, tout ce qui peut sortir, émerger du bon peuple. Quoi. Tous les moutons noirs, tous les gens, tous les vrais industriels qui sont capables de prendre des risques et qui sont capables de développer le pays, bien, il y en a une grande partie qui va ailleurs, complètement découragée par le fait qu'ils n'ont pas fait le bon parcours, entre guillemets, et en particulier, j'indique dans ce livre, comme ailleurs, que l'École nationale d'administration est faite pour faire des fonctionnaires, ils le font très bien, mais lorsqu'ils pensent pouvoir diriger l'industrie, c'est une catastrophe. Et il y a beaucoup de catastrophes aujourd'hui qu'on aurait pu éviter si jamais on avait eu des vrais industriels à la tête des entreprises. Loïc Le Floch-Prigent, vous faites quoi aujourd'hui ?
Je suis conseil dans le domaine de l'énergie et de l'industrie, mais surtout de l'énergie. Je suis de bons conseils, j'espère. Enfin, non, ce n'est pas mon métier d'être conseil, mais c'est le métier auquel je suis relégué puisque je ne dirige pas l'entreprise. Et je travaille avec des amis qui, quand ils suivent mes conseils, sont contents. Voilà. Alors, dans la première partie, hein, j'y reviens, de ce livre, vous racontez cette histoire invraisemblable en Côte d'Ivoire, au Togo, etc. Mais tout ça est lié à un personnage, un homme d'affaires, on va dire ça comme ça, plutôt plus que chef d'entreprise, avec lequel vous vous associez, et là peut-être que vous faites le mauvais choix, la mauvaise rencontre. Oui, mais enfin disons que qui ne risque rien n'a rien, et si jamais il avait fallu que je m'associe à un industriel français qui ait de l'argent, j'aurais attendu très longtemps. Donc il y a quelqu'un qui à un moment me dit est-ce qu'on peut s'associer? Je m'associe avec lui parce qu'il a l'argent et que je connais depuis longtemps. Et puis cet individu visiblement dérive, peut-être pas pour des raisons que j'explique dans le livre. Hein. J'ai mis 4 chapitres à expliquer ce qui s'était passé. Donc je ne vais pas pouvoir le résumer en disant et je demande aux gens de lire le livre s'ils veulent savoir, parce que c'est la seule solution. Hein. Et moi-même, j'ai mis 4 chapitres à essayer de comprendre ce qui s'est passé et à l'écrire. Loïc Le Floch-Prigent, Le Mouton Noir, 40 ans dans les coulisses de la République. Je vous le recommande parce qu'effectivement, c'est très très éclairant sur le fonctionnement de notre belle société française. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Jusqu'à nous. Régine Desforges, bonjour. Ravi de vous accueillir à Nîmes dans ce salon de la biographie. Vous êtes bien accueillis, vous êtes bien, non? Très bien, très bien, il fait beau. Il fait beau, il y a plein d'enfants. De vos enfants qui ont lu vos livres. Ah oui, oui, oui. Ça, vous avez des millions d'enfants. Des millions de lecteurs, oui, ça c'est vrai. Ça c'est une responsabilité énorme. Hein? C'est agréable. Hein? Donc vous avez eu envie de dire, l'enfant du 15 août c'est moi, je vais vous dire qui je suis, parce qu'il y a des gens qui savent peut-être, vous avez un parcours incroyable. Incroyable, j'en sais rien, mais enfin bon, c'est le mien. Tout a commencé donc un 15 août, mais on ne dira pas quelle année, Poitou, dans le Poitou. Et après c'est Paris quoi quand même. Après, c'est Paris. Et Paris m'a ouvert les bras, on peut dire. Ah oui, 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 non, mais je suis comme un poisson dans l'eau, Paris. Hein. Et Paris, c'était quoi le début? C'est la mode? Vous avez été mannequin? Non, c'était la littérature, la chanson. Mais vous êtes parti du Poitou pour dire je vais me lancer dans la chanson, je vais écrire? Non, non, je ne pensais pas du tout que je deviendrais écrivain. J'adore la littérature, donc je ne pensais pas être digne ni capable d'écrire un livre. Non, je me suis mariée sur un coup de dé, j'avais 18 ans, et puis voilà, j'ai voulu faire... On m'a incité à faire du théâtre, mais j'ai détesté ça. Non, pas le théâtre, mais les relations avec les metteurs en scène. Les comédiens sont des potiches entre les mains de ces gens-là. Et je n'aimais pas ça. Et après, je suis devenue libraire à la librairie du Drugstore. Pas n'importe quel libraire. Oui, oui, j'ai une bonne librairie, une bonne libraire. Où j'ai vendu des ouvrages publiés par Jean-Jacques Pauvert, mais aussi des éditions de Minuit, Maspero, etc. On était en pleine guerre d'Algérie, donc il y avait beaucoup d'ouvrages militants. Déjà? Ah oui, beaucoup. Mais toujours militante, quand même. Vous êtes restée un peu cette... plutôt contestataire. Contestataire, c'est plus joli que militante. Et l'érotisme, tout d'un coup, est venu moi, c'est venu, j'avais 10 ou 12 ans. Le premier livre érotique que j'ai lu, c'est Candide de Voltaire. Parce que le mot cure venait tout le temps, et nous, on ne disait pas de gros mots quand on était des petites jeunes filles bien élevées. Et puis, J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Ah oui, vous le considérez comme un livre érotique? J'irai cracher sur vos tombes, oui. Non, mais j'avais lu avant un livre de Colette, où c'est l'histoire d'une dame d'un certain âge, elle a peut-être 40 ans, avec un jeune homme, etc. Comment ça s'appelle celui-là? C'est pas grave. C'est Edwige Feuillère qui l'a joué au cinéma. Et donc, l'envie de promouvoir cette littérature? Ah oui, oui, oui. J'avais un gros rayon à la librairie du Drugstore des Champs-Élysées, ce qui agaçait beaucoup Marcel Blonchon-Blanchet, qui était le patron de Publicis. Donc, j'avais dû retirer... ah oui, oui, non. Cachez-moi ce rayon que je ne saurais voir. Ça lui déplaisait souverainement. Et là, donc, des auteurs érotiques d'aujourd'hui, vous avez commencé à se passer? Des auteurs érotiques d'aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup connus. Il n'y en a pas beaucoup qui disent ouvertement qu'ils écrivent des livres érotiques. J'ai eu Mandiard, qui était par ailleurs un sale con. J'ai eu Michel Bernard, qui a écrit des livres intéressants.
J'ai publié des auteurs du 19e, Pierre Louis, etc. Et après, l'envie d'écrire vous-même, c'est le déclic, c'est venu automatiquement à force de lire. J'ai fait un livre d'entretien avec l'auteur d'Histoire d'eau qui s'appelle Omadi. Et elle me disait, mais ma petite enfant, vous ne parlez pas assez, on ne vous entend pas. Alors j'ai donc développé certaines choses. Et l'année suivante, je me suis lancée dans mon premier livre. Et aujourd'hui encore, des millions de gens viennent vous dire la bicyclette bleue, c'est venu bien à peu près. C'est venu en 81, je l'ai publié. Mitterrand. Influence. Bon, on n'avait pas du tout les mêmes goûts littéraires. Lui, il était les auteurs de droite, les Chardoun, les Morand, etc. Moi, c'était plutôt le contraire. Mais on avait des échanges. Enfin, il s'intéressait à la littérature. Et à vous. Et à moi. Enfin, à toute jeune femme plutôt mignonne. Il tentait son coup. Un jour, il vient à la maison me chercher, il regarde dans la bibliothèque et il sort un livre de Sainte-Beuve qui s'appelle Le Clou d'Or. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je m'entends lui dire, comme une sotte, pour Sainte-Beuve, il disait qu'il n'y avait pas de relation possible entre un homme et une femme s'il n'y avait pas eu de relation sexuelle. Je dis, tu lui apportes de l'eau à son moulin. Mais vous avez résisté. Ah oui, non, mais pour moi, il était trop vieux. Est-ce que vous avouez un peu toutes les aventures Ce n'est pas un aveu à faire, j'en ai pas honte. Non, mais c'est pas sans avoir honte. Je dis, on peut ne pas. J'en parle, mais si j'en ai oublié certaines, c'est possible. Ça, c'est possible. Vos hommes. Mes hommes, oui. Alors. À quelle race, ça? Oui, mais vous les aimez bien quand même. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Un monde sans hommes, ce serait sinistre. Voilà. Et donc, les belles rencontres, à part Mitterrand? La plus belle rencontre, c'est Phan Van Dong. Phan Van Dong, qui a été le premier ministre du Vietnam. Ouais. Qui nous a reçus, mon mari et à moi, pendant 2 heures, au grand scandale de son entourage. Il était aveugle, vous savez. Et il nous a parlé, il me disait, vous savez, Régine, nous, les Français, les Vietnamiens, nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Pas les Américains, ce sont des chiens. Oh, ah ouais, chaud. Ah oui. Oh, mais bouleversant, bouleversant cet homme. C'est lui que vous mettez... Oui. J'aurais aimé rencontrer le général de Gaulle et François Mauriac. Ah oui, ça s'est pas fait. Non. Et dans les autres belles rencontres, il y a François Debré, je vois, il y a Romain Gary. Romain Gary, oui, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Régis Debré. Oui, Régis Debré, c'est un voisin de campagne. Et Sonia Rykiel, quand même. Sonia Rykiel, qui est mon amie. Important. Que j'ai eu ce matin, d'ailleurs. Vous êtes un peu... Oui. C'est quoi, confidence? C'est que... Ah non, on n'est pas le genre confidence. Ah, pas du tout? Non. Alors? Non, je n'ai jamais eu de confident ni de confidente. Non. Vous gardez ça pour le... Ouais. Non, je garde ça pour moi. On ne va pas embêter les gens avec ces états d'âme. Belle histoire. Donc, ça vous a fait du bien? Vous avez eu envie de... Ça a été très difficile. Ça a été très, très dur. C'est d'écrire? Non, parce que j'ai revécu des moments tellement difficiles, tellement douloureux, que je me suis dit, mais comment tu as fait pour t'en sortir? Mais j'en suis sorti. Merci beaucoup, Régine. Merci à vous. Allez-y. Au 15 août, vous penserez que le 15 août, il y a un bel anniversaire. Très bel anniversaire.